Bonjour tout le monde. Eh ben écoutez, aujourd'hui, je vous retrouve dans la serre pour un petit truc un peu spécial, voilà. J'aimerais vous parler de la loi du plomb. Vous n'êtes pas sans avoir vu qu'il y a une pétition qui est passée, qui tourne en ce moment et qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, qui a réuni aujourd'hui plus de 1 600 000 signatures et ça ne fait que grimper. Alors, je voulais vous en parler un petit peu. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de politique au sens, propre du terme, on va dire ça comme ça. Je me suis engagé au sein du groupement des agriculteurs bio au début de ma carrière, il y a à peu près 8 ans, 8-9 ans. J'ai été président des agriculteurs bio du Loiret et puis à un moment donné, il a fallu que je me reconcentre sur d'autres projets plus personnels et plus en lien avec la ferme. Euh, et c'est pour ça que j'ai un peu lâché du lest et que je trouve aujourd'hui la parole un petit peu tard parce que j'ai fait ce choix personnel de lâcher du lest pour à la fois préserver ma ferme, préserver ma famille et me préserver moi parce que ça peut être très impliquant et très engageant quand on aime ça et qu'on porte des valeurs. Mais aujourd'hui, c'est difficile de ne pas en parler parce qu'on voit tout et son contraire, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses dans les médias et je vous avoue que j'ai les poils qui frisent de temps en temps. Donc j'aimerais faire un point avec vous, vous donner mon point de vue, vous donner mon avis et essayer d'éclaircir quelques points. On est dans la serre des tomates. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Trousselard, je suis agriculteur bio, je suis maraîcher sur le Loiret et je suis installé depuis bientôt 10 ans sur une ferme que j'ai créée de toutes pièces parce qu'il n'y avait absolument rien, avec l'appui à l'époque de la mairie qui cherchait un porteur de projet. Et ben, ça fait presque 10 ans que cette aventure a commencé et qu'elle continue. Et euh, la loi du plomb, j'entends beaucoup de choses, on voit passer beaucoup de choses, y compris des messages politiques. Qu'est-ce que c'est? Le sénateur Duplon a lancé une loi, a fait voter, enfin proposé une loi qui a été votée, c'est pas lui qui l'a fait voter, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont voté une loi euh, concernant plusieurs choses. Une simplification de la vie agricole, parce qu'on est enseveli sous des normes, des charges, tout un tas de choses. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. L'outil, je dirais, comment dire, l'outil juridique, l'outil administratif de la vie d'un agriculteur, mais au même titre que beaucoup d'entrepreneurs, hein, parce qu'on reste des entreprises, est parfois très lourd. Pour des fois des choses qui pourraient être, sembler futiles, mais c'est très lourd, mais voilà, on en prend plus ou moins son parti. Euh, Moi aujourd'hui je suis en agriculture bio, je suis fier d'y être en agriculteur bio, j'ai décidé dès le premier jour et bien avant de mon installation d'être en bio pour des questions de valeur, de protection de l'environnement, de protection des personnes, de respect. À vrai dire, j'ai appris ce qu'était l'agriculture conventionnelle quand j'ai commencé mes études agricoles, parce que avec mon père on faisait du jardin et j'avais même pas idée de ce que ça pouvait être. Pour refaire un peu mon bagage, parce que je vois déjà venir des gens me demander d'où je sors, euh, j'ai un BEP agricole, un bac pro agricole, un BTS agricole, alors vente de produits horticoles, bac pro travaux paysagers, BTS gestion et protection de la nature, et puis j'ai refait une 7e année d'études en lycée agricole pour me spécialiser en maraîchage bio. Donc j'ai une vision de ce que peut être le milieu agricole, de par mon contexte de formation. Et je suis pas un bobo écolo, fumeur de ganja, passez-moi le terme, mais ce qu'on a pu me dire à un moment donné dans mes études et dans mes choix de vie, j'en suis très loin. Et puis on serait surpris de voir à quel point une musique écoutée ou un style vestimentaire ne fait absolument pas l'intelligence et les compétences de quelqu'un. Donc pour tous les détracteurs de l'agriculture bio, passons ce schéma-là, on va aller très loin, on va pas aller plus loin que ça. Aujourd'hui, pourquoi la loi du plomb, moi, elle m'inquiète en tant qu'agriculteur et en tant qu'agriculteur bio, c'est parce que déjà, elle fourvoie. Elle ment elle amène une lecture de ce qu'est la réalité de notre quotidien, elle se promeut comme étant la solution à tous les problèmes qui ont été soulevés il y a plus d'un an et demi, un an et demi, par le milieu agricole.
Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'elle ne va bénéficier qu'à très peu d'agriculteurs qui sont pour la plupart aujourd'hui pas en grande difficulté. Nos petits élevages de montagne, nos petits élevages traditionnels. Je ne suis pas végétarien, je ne suis pas vegan, je ne suis pas anti-élevage. Aujourd'hui, moi, dans mon exploitation, si je veux pouvoir avoir du fumier en bio pour fertiliser mes cultures, je ne peux pas le. Enfin, il faut qu'il y ait des élevages. Après, c'est la manière dont on élève les animaux, c'est le dimensionnement, c'est le respect qu'on porte à l'animal. Je connais des éleveurs qui ont beaucoup de difficultés à emmener leurs animaux à l'abattoir. C'est une contradiction, ça fait partie du métier, et ils ont du mal à vivre avec, mais ça fait partie d'une réalité. Donc je suis pas contre l'élevage. Euh, Maintenant, tous ces petits élevages-là, qui prennent soin de leurs bêtes, l'augmentation des seuils d'élevage, ça va pas les aider. On va passer, je crois, de 20 000 à 40 000 poulets et de 2 000 à 3 000 porcs via la loi. C'est des élevages qui sont déjà énormes, c'est pas des élevages qui sont en difficulté et qui cherchent leurs revenus et leur rentabilité. Ça me permet de faire une petite parenthèse. Madame Rousseau, je suis désolé, je vote écolo, je suis profondément engagé dans le respect de l'environnement, mais aller dire sur un média qu'on n'en a rien à péter de la rentabilité des exploitations agricoles, c'est pas servir la cause. Ça, vraiment, moi, ça m'a fait mal. Parce qu'il y a des tas d'agriculteurs qui, aujourd'hui, souffrent, peinent. On peut parler rentabilité. Moi, ça fait 9 ans que je suis installé. Il y a eu tout un tas de galères sur la ferme. Il y a eu tout un tas de vastes problèmes. Aujourd'hui, je vais enfin toucher la PAC cette année. Si le dossier est validé, encore, il est en instruction pour le moment. Et la PAC sur ma ferme, pour la première année ou presque au bout de 10 ans, ça va être 5 000 € par an. Et jusqu'à quand? C'est jusqu'à ce qu'il y ait cette aide petite ferme qui soit validée et que les aides à la bio soient maintenues. Ce qui est totalement aujourd'hui hypothétique. Il y a des fermes qui touchent des milliers, des centaines de milliers d'euros de la PAC. Et il y a des tas de fermes où on vit pas bien. Moi, je n'ai pas honte de le dire. En 2022, il a fallu que je licencie une salariée avec qui ça se passait bien parce que j'avais plus les moyens de la payer, parce que je n'arrivais pas à payer mes fournisseurs et je n'arrivais pas à payer ma salariée. Donc elle est partie. J'ai fini la moitié de l'année à partir du mois de juin tout seul. Et je me suis versé 500 € par mois. Et depuis, je suis à 900 €. Alors cette année, avec diverses choses, je vais faire un rééquilibrage parce que ça se passe un peu mieux. Je vais être à peu près à 1 200 € net par mois. Avec 900 € versés jusqu'au mois de septembre, et je pense que le rééquilibrage se fera au mois de septembre. Aujourd'hui, on est dans une problématique de rentabilité des exploitations agricoles. On ne peut pas ne rien faire. Il y a des gens qui ne vivent pas de leur métier et qui ne vivent pas décemment, et aujourd'hui qui voient un décalage entre la réalité de certains salaires sur certains postes et sur certaines missions qui sont justifiées et justifiables, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a un fossé qui se creuse. Et quand vous donnez 70 heures de votre vie minimum par semaine à un métier qui est physique, qui est impactant, dans certaines fermes où il y a très peu de liens sociaux, enfin moi j'ai la chance de faire de la vente directe, donc aujourd'hui c'est pas un problème de voir du monde et d'avoir des sourires et d'avoir des remerciements et des gens qui me disent que mes légumes sont bons, donc j'ai cette chance-là, et j'essaie de voir du monde. Ça peut être très dur dans une exploitation agricole. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, et puis il faut peser le poids des mots. Voilà, il faut faire attention à la manière dont on dit les choses, et Madame Rousseau, je suis désolé de vous le dire, mais là vous m'avez blessé, vous allez en blesser plus d'un, et ça ne va pas aider les combats. Et ça ne va pas aider les gens à comprendre ce qu'il en est réellement. La réalité aujourd'hui, c'est que aussi cette loi du plomb, elle vise à d'autres choses. On met l'accent sur ce néonicotinoïde, excusez-moi de le dire avec autant de difficultés, c'est pas facile à dire, qui revient sur le marché, et on met l'accent dessus, et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que les néocotinoïdes, excusez-moi, c'est pas n'importe quoi. C'est des tueurs d'abeilles, alors c'est très fort dit comme ça, mais une réalité. Et pour répondre à quelqu'un que je vois sur les réseaux sociaux, que je ne suis pas parce que ce monsieur ne m'intéresse que guère, qui nous dit avec la grande fierté que c'est pas un problème parce qu'il n'y a pas de fleurs dans les champs de betteraves, et que du coup, s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'abeilles. Donc finalement, mettre des produits qui tuent les abeilles dans des champs où il n'y a pas de fleurs, c'est pas un problème. Il y a une chose qui s'appelle la volatilité des produits. C'est-à-dire que les produits montent dans l'atmosphère, même avec des bus antidérives, même avec les meilleures conditions d'épandage. Et on pourrait refaire le point sur un autre produit qui est très controversé, qui s'appelle, excusez-moi le terme, j'ai prosulfocarbe, voilà, excusez-moi, j'ai mangé mes mots.
Je la fais en impro, hein. Je n'ai pas écrit ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis avec toute l'honnêteté, toute la sincérité de mon cœur qui sort et toutes les choses que j'ai à vous dire. Donc le prosulfocarbe aujourd'hui, quand on parle de volatilité, c'est un produit qui a entre 3 et 5 km de volatilité. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui va l'épandre, ce produit-là va se répandre dans un rayon de 3 à 5 km. Et il va être présent dans l'atmosphère, et des fois dans des taux qui sont extrêmement importants. Euh, je m'excuse, c'est la qualité du direct. Il y a un appel, j'ai refusé, on rappellera. C'est pas très grave. C'est aussi ça le métier de paysan, c'est de répondre au téléphone tous les 4 matins et toutes les 2 heures, et voilà. En plus de tout ce qu'il y a à faire. Euh, donc, les pesticides tueurs d'abeilles et avérés ou supposés cancérigènes, c'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, moi, l'agriculture, ce qui me pose problème, c'est que c'est une question de santé publique. Oui, on bouffe des produits en grande surface et ailleurs qui viennent de pays étrangers avec des normes environnementales et des normes de pesticides absolument aberrantes. Oui, on empoisonne la population à petit feu. Oui, c'est une réalité. Il y a les scientifiques qui le prouvent, et à un moment donné, arrêtons de remettre en cause la parole des scientifiques. Donc il y a déjà ce problème majeur de produits qu'on interdit pour des bonnes raisons et qu'on réintroduit, et avec comme argument souvent de dire mais les producteurs de semences de betteraves pourront enfin avoir le temps de cette dérogation. Non, non, stop, arrêtez. Ça fait 25 ans, ou 20 ans, ou 10 ans, ou 15 ans que les producteurs de semences de betteraves et de sélectionneurs de variétés, parce que c'est comme ça que ça se passe, on sélectionne des variétés. Donc on prend un papa, on prend une maman, on pollinise, on fait une sélection naturelle, on va créer des hybrides. On va pas faire de débat sur les hybridations, sur les hybrides F1 qui sont non reproductibles et qui, en tout cas, qui peuvent se ressemer, mais qui ne garantissent pas la deuxième génération. Aujourd'hui, ces produits-là, oui, les F1, ça peut servir, et moi j'en utilise sur la ferme, sur certaines variétés. C'est un choix technique. Je ne suis pas anti-F1, je ne suis pas pro-F1 à 100%. C'est un compromis. Encore une fois, l'agriculture, c'est beaucoup ça, c'est une question de compromis. Et on nous dit, pour reprendre le propos, que les sélectionneurs vont enfin avoir le temps de trouver des variétés résistantes aux pucerons et à la jaunisse du puceron. Non, non. Ça fait un moment que c'est en route. Peut-être que les rendements ne sont pas suffisants par rapport aux variétés actuelles. Peut-être que la qualité est pas... Mais l'étude, elle est là. Et c'est pas 2 ans de dérogation qui vont faire changer la donne. C'est aussi un choix de la profession de s'impliquer et d'aller chercher ces variétés-là, et de potentiellement, et de l'agro-industrie aussi, de dire bah on accepte de faire moins de rendement, on accepte de... C'est des choix. Mais en tout cas, de dire que ça laisse du temps aux créateurs de semences et aux sélectionneurs de variétés de trouver des solutions, les solutions, elles sont déjà en cours de recherche depuis de nombreuses années. Mais ce qui me gêne encore plus avec la loi du plomb, il y a d'autres choses. Il y a la réduction des dispositions et de la latitude de l'OFB, l'Office française de la biodiversité. À un moment donné, on avait l'ONCFS en France, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. On a décidé de faire une agence qui regroupait plusieurs autres agences pour l'OFB, avec l'OFB, notamment l'ONCFS. Aujourd'hui, l'OFB, elle n'a pas que pour mission d'aller dans les fermes et de taper sur les doigts des agriculteurs qui font pas bien. Par contre, c'est une de ses missions. Il y a un agriculteur qui respecte pas la loi, moi le premier, si demain on vient me dire Benjamin, t'as pas respecté, bah tant pis. Tu fais du caca, on te punit. Et de dire qu'il y a un harcèlement, parce que c'est ce qu'on a pu entendre de la bouche de certains politiciens comme Laurent Wauquiez, de dire qu'il y a un harcèlement des agriculteurs dans ce territoire par l'OFB, non, non, non. Cherchez un petit peu, fouillez, regardez le nombre d'années qu'il faudrait à l'OFB pour contrôler l'ensemble des fermes françaises. C'est pas possible. Si une ferme a reçu plusieurs visites de l'OFB consécutives, c'est parce qu'elle n'a pas répondu aux exigences et qu'elle ne s'est pas mise en conformité. Elle ne s'est pas mise en conformité. C'est pas veut dire qu'on veut lui taper sur les doigts. Simplement, on lui a demandé de respecter des règles, et l'agriculteur s'est engagé en tant qu'agriculteur à respecter certaines règles. Alors oui, il y a un empilement de règles. Oui, il y a certainement des choses à vérifier, à faire plus simplement pour soulager les agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup de charges. Et la charge mentale en agriculture, elle est importante. Elle est hyper importante. Des fois, on sature, on dévisse. Pour ça aussi, qu'il y a des agriculteurs qui, des fois, franchissent des caps qu'ils n'auraient jamais dû franchir. On va pas aller plus loin dans le débat. Mais c'est la manière dont on peut accompagner. La vraie question, c'est pas de savoir comment on fait pour réduire les règles, c'est comment on fait pour accompagner au quotidien les gens pour respecter ces choses-là. L'OFB, elle a une partie de ces missions-là.
Dans les autres trucs, il y a aussi, on a fait, pour refaire un petit point, on a donc les néocotinoïdes, on a l'OFB, on a l'augmentation des seuils d'élevage qui vont ne servir qu'à quelques fermes. Vraiment, sur le territoire français, c'est quelques fermes. Arrêtons de dire autre chose. Et demain, un agriculteur qui a en capacité d'avoir 300 vaches ou mettons 3000 poulets, il ne va pas se mettre à produire 40 000 poulets. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Les banques ne suivront pas sur les investissements, il faut arrêter. C'est pas possible. Et puis on a un point encore qui moi me gêne, c'est la mise sous tutelle de l'ANSES. L'ANSES, c'est une agence d'État indépendante qui aujourd'hui contrôle et vérifie la mise sur le marché des produits phytosanitaires. C'est déjà trop pour certains, pour moi c'est pas assez. Ce qui est produit, ce qui est fait, c'est pas suffisant. Quand on voit la volatilité de certains produits, qu'on voit la toxicité de certains produits, l'agriculture, c'est bel et bien une question de santé publique. Moi, j'ai fait le choix de pas produire en bio. Alors, on va me dire, ouais, mais en bio, Benjamin, vous dites n'importe quoi. Il y a aussi des produits phyto. Oui, il y a des produits de traitement. C'est vrai. Il y a des collègues qui utilisent des produits de traitement. J'en utilise de temps en temps. Je mets des cuivres, je mets du soufre. C'est des molécules naturelles, certaines qui sont décriées. Je vous mettrai en commentaire, il y a 2-3 ans de ça, il y a eu une infographie qui a été faite sur le nombre de molécules utilisées en bio et le nombre de molécules utilisées en agriculture conventionnelle et le nombre de molécules qui portaient, qui étaient suspicieuses d'être cancérigènes ou avérées en bio et en conventionnel. Vous verrez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et à un moment donné, encore une fois, arrêtons de remettre en cause la parole des scientifiques. Je ne suis pas scientifique, d'accord ? Je ne fais pas des longues études et je ne fais pas des études d'impact sur les produits phytosanitaires, je suis payé par personne. Je suis juste payé par ma petite personne et mes clients qui sont en vente directe et qui aujourd'hui me permettent, moi, là j'ai la chance, on revient un peu sur le tapis de la marge et de la rentabilité, de gérer ma rentabilité. Et j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance et j'en suis conscient. Donc voilà, la mise sous tutelle de l'ANSES, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on va vérifier le travail et la manière dont elle travaille et on va lui donner des ordres et lui donner une manière de faire. Aujourd'hui, quand vous commencez, l'outil politique commence à se mettre dans l'outil scientifique et l'outil indépendant de régulation et en tout cas d'attribution, et une élection ça change, une élection on change des choses, et puis il y a des choses, il y a tout un tas de politiques qui disent des tas de choses aujourd'hui qui moi me sont très pénibles à entendre et à écouter et à lire. Et puis je finirai là-dessus. Monsieur Duplon, et il y a un grand mot, vous avez utilisé un grand mot, là j'avais revu un truc, alors je lis pas le Figaro, et je lis très peu les journaux, je m'informe par d'autres moyens, mais votre phrase a été reprise sur un post du Figaro. Vous dites que si cette pétition n'avait pas été instrumentalisée par la gauche et les écolos, et encore, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Avoir conscience des dangers de son alimentation et des problèmes de santé que ça peut engendrer et d'avoir une question de santé publique, de prendre l'alimentation comme une question de santé publique, est-ce que c'est être écolo ? Je suis même pas sûr. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Si votre loi n'avait pas été, cette pétition n'avait pas été instrumentalisée, elle n'aurait pas été signée massivement. Aujourd'hui, on a plus d'1,6 million de signatures. Je pense et j'espère qu'on sera à 2 millions. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas signée et qui trouvaient que cette loi est très controversée, à signer cette pétition pour qu'on puisse enfin essayer d'espérer avoir un débat. Je vous avoue, moi, de l'avoir signée, un peu défaitiste et avec un peu de résignation, parce que quand je vois la manière dont ça se passe sur la classe politique aujourd'hui, ça m'inquiète et ça me... on tape sur la tête de bio parce qu'on représente 10% de l'agriculture et qu'on nous donne trop, on va nous retirer des aides sur la PAC et il va falloir se battre bec et ongle pour essayer d'avoir des arbitrages en faveur de l'agriculture bio. Aujourd'hui, je l'ai signé un peu avec résignation, et quand je vois le nombre de gens qui ont signé cette pétition, ça me donne un peu d'espoir, parce que je me dis que au moins la population, les gens, vous êtes conscients de ce qui se passe et de ce que vous voulez aussi. C'est à la fois une manière de prendre position et de voter. Et puis après, il y aura les élections, et là, on en reparlera. Mais ce terme d'instrumentalisation, il me débecte. Vraiment. Alors là, vous le sortez à toutes les sauces. C'est le nouveau mot. C'est le nouveau mot, l'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne son avis, à partir du moment où on émet une opposition, une contradiction, qu'on cherche à rentrer dans un débat citoyen, c'est de l'instrumentalisation. À partir du moment où on dit qu'on n'est pas d'accord, c'est de l'instrumentalisation. À partir du moment où on dit aux gens, mais regardez, informez-vous, regardez ce qui se passe, voilà ce qu'il en est,
et sur tous les sujets, sorti de la loi du plomb, c'est de l'instrumentalisation. Ce que je suis en train de faire là, vous allez me dire que c'est de l'instrumentalisation. Je suis en train d'instrumentaliser une pétition, mon statut d'agriculteur, ma position. Je m'en fous. Très honnêtement, excusez-moi de le dire avec au point de temps de désarroi, les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt de mesure, de nature mesurée, je dirais. Et je pense que ça s'est retrouvé dans ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Ça fait presque déjà 20 minutes qu'on discute, que je discute tout seul avec vous. Et je remercie les gens qui vont aller jusqu'au bout de cette vidéo. C'est certainement trop loin, mais c'est un coup de gueule. C'est un coup de voilà. Donc je suis un peu désabusé de tout ça et je serai attentif à ce qui se passe sur les débats et je n'hésiterai pas. Et si vous avez des questions, si vous avez des choses à me dire, commentez, relayez, partagez, on verra. Et puis s'il y a un déferlement de haine, de haters, parce que c'est la mode, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut absolument tout contredire et tout dire que tout est méchant et qu'on est des méchants écolos et des méchants babos qui fument des joints. Non, 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 on arrête avec ça. Stop. Non, non, non. On est des gens qui avons fait des études, on est des gens qui avons un avis, des valeurs, des ressentis, des ressentiments parfois aussi, c'est pour ça que j'en parle. Et puis on a le droit aussi d'être contre. Voilà. On a le droit d'être pour. Voilà. Je suis pour le débat démocratique. Par contre, il y a des choses qui m'hérissent le poil. Et cette instrumentalisation qui est faite sous couvert d'instrumentalisation, c'est génial. On devient schizophrène aujourd'hui. C'est un peu fou. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que j'ai quand même du taf sur ma ferme. Je suis dans les tomates, vous voyez, il y a de l'andine cornue là qui est prête à récolter. On a plein de choses à faire. J'ai mon équipe, j'ai 2 stagiaires cette semaine, puis j'ai mes salariés. Parce qu'aussi, oui, en agriculture bio, on embauche. Dans les autres structures aussi, on embauche. Mais on pourrait faire tout un laïus sur les bienfaits de l'agriculture bio et ce que ça apporte. Aujourd'hui, en agriculture bio, c'est 30% de main-d'œuvre en plus, à peu près, sur les fermes. Mais je pense en fait, tout ça pour vous dire, ça me donne envie de remonter sur mon cheval de bataille et de vous reparler, de vous repartager mes infos et mes envies et mes avis, même si, voilà, sur tout ça. En tout cas, je vous invite à signer cette pétition, à vous intéresser à ce qui peut être transmis sur les différents réseaux, à suivre la FNAB aussi, qui peut vous dire des choses, la Fédération Nationale d'Agriculture Bio, qui met beaucoup d'infographies sur les bienfaits de l'agriculture bio, parce qu'un autre modèle est possible. Alors, je dis pas que demain matin, il faut que tout le monde passe en bio. Encore une fois, les détracteurs qui allaient jusqu'au bout de cette vidéo, et j'en doute, je suis pas en train de vous dire que demain, faut que tout le monde passe en bio, parce qu'il y aura une crise de la bio, oui, effectivement. Voilà. Par contre, c'est peut-être un tendre vers, voilà, savoir où on va. En agriculture, c'est quelque chose qui est important de savoir vers quelle direction on s'engage. Et ben voilà, l'agriculture bio, c'est une belle direction. C'est une direction qui respecte l'environnement et qui respecte la nature et qui respecte les hommes et les femmes qui consomment nos produits. Et voilà, donc c'est une question de santé publique, l'agriculture bio. Au-delà de l'environnement, en plus de l'environnement, c'est une question de santé publique. Je vous laisse. Pour ceux qui allaient jusqu'au bout, merci et à bientôt. Et puis on se retrouve bientôt. Salut.